Bienvenue. Alors bonjour, je m'appelle Laurence Méléo et donc je suis la fondatrice et la directrice de l'association Wonder Meuf. Et donc j'accompagne les femmes de Montpellier et d'Occitanie de 16 ans à 70 ans dans leurs projets personnels ou professionnels pour qu'elles révèlent leur potentiel via une communauté, une tribu, Wonder Meuf. Nous organisons tous les mois des trucs en Wonder. Donc des Wonder apéros, des Wonder breakfast, des ateliers, des réunions d'intelligence collective, des groupes pour échanger sur des problématiques professionnelles, des paniers de meufs pour valoriser l'offre commerciale des femmes du réseau et 10 000 choses en plus. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir au prochain Wonder Apéro, donc le 21 octobre. Et vous pouvez venir me voir à la fin ou aller sur notre site web ou sur la page Facebook des Wonder Meuf. Donc avant de commencer, je voulais vous dire que cette conférence, elle ne vise pas à donner des leçons de vie. Elle ne vise pas non plus à faire l'apologie du RSA. Mon objectif, c'était vraiment de partager mon parcours qui m'a amené d'une vie bien rangée, bien tranquille, à ici et maintenant, dans une vie un petit peu plus folle, mais qui me ressemble un peu plus. L'objectif, c'est que potentiellement, ça en inspire certaines ou certains à bouger d'une situation qui est inconfortable, voire qui est une situation de souffrance, et que mes expériences puissent servir à d'autres. Alors, sachez quand même que je vais vous raconter ma vie pendant 1 heure. Donc, je vais me dévoiler. Et donc, avant de commencer, je vais vous donner 3 tips pour survivre. Pour suivre. Alors, concrètement, contrairement à plein de femmes que je connais, je ne suis pas perfectionniste. J'ai fini de préparer ma conférence tout à l'heure, parce que je gère les urgences au fur et à mesure et que je n'ai pas réussi à faire mieux. Et ma technique à moi pour faire des choses, c'est je lance l'idée, je le dis à tout le monde, comme ça je suis bien bloquée, et après je me débrouille pour les faire. Et c'est ce qui me permet en fait d'avancer. C'est un peu fatigant, mais c'est un bon challenge pour moi. Donc tout ça, en fait, pour justifier le fait que je vais garder mon papier pendant toute la conférence, parce que je ne peux pas rester sans. Deuxième chose à savoir sur moi, c'est que j'ai une tendance à la vulgarité. Donc c'est un peu difficile à expliquer, mais je jubile quand je dis des gros mots. Pour moi, c'est libérateur. Sûrement parce que quand j'étais petite et que ma maman s'énervait, à des moments, elle me disait « Merde !» Elle avait ses yeux qui brillaient, elle mettait sa main dans sa bouche, c'était vraiment le truc « Oh, merde, merde, merde !» Et du coup, pour moi, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Chacun la sienne. Donc désolée par avance, mais c'est quelque chose que je risque de faire pendant la conférence sans m'en rendre compte. Et troisième chose à savoir sur moi, c'est que j'adore les images, les blagues, les phrases rigolotes. J'aime bien rire. D'ailleurs, je saoule mes colocs avec ça. Donc, le PowerPoint que vous avez derrière vous, ce n'est pas un vrai support pour ce que je vais dire, quoique. Parfois, vous n'allez pas du tout comprendre le rapport entre l'image et ce que je vous raconte. C'est normal, c'est qu'il n'y en a pas. Donc voilà, je crois qu'on est prêt. Donc, on va commencer. Par moi. Donc, si je vous résume mon CV en quelques lignes. Donc, j'ai un parcours international. J'ai habité 1 an en Angleterre, 6 mois en Suède, 2 ans au Vietnam et 5 ans à Paris avant d'arriver à Montpellier. J'ai un bac+5, j'ai fait un master in management de l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand avec une spécialisation en interculturel et en développement durable. Au début de ma carrière à Paris, j'ai travaillé dans la publicité, dans la com et dans l'événementiel. Et j'ai même participé au lancement de la marque Starbucks en France. Ensuite, je suis partie 2 ans au Vietnam pour développer des parfumeries Douglas. J'avais 25 ans, je gérais 20 salariés, les relations avec les marques, le planning événementiel, les stocks, l'ouverture des corners, etc., etc. J'ai aussi été le chef de projet pour la marque Lancel qui lançait leur marque là-bas. Et j'ai organisé le grand opening de Lancel à l'Opéra d'Ho Chi Minh City. J'ai un petit accent, c'est mon côté bilingue.
Donc de retour en France, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un cabinet de conseil spécialisé dans le développement durable. J'ai fait du développement, de la communication, de la formation et j'ai adoré ça. Puis un jour, j'ai eu envie de prendre le large et de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai créé le concept de Wonder Meuf. Nous n'avons pas encore 2 ans et déjà plus de 50 adhérentes, des projets en pagaille et une équipe surmotivée. Ah, c'est un peu la merde avec le... Voilà. Je ne vais pas aller trop loin, ne vous inquiétez pas. Je crois que j'ai perdu mon micro. Non, il est là. Il est là. Voilà. Ah oui. Ah oui. Voilà. C'est moi. Donc tout ce que je viens de vous raconter, c'est vrai. Mais certains aspects, évidemment, ont été gommés, lissés. C'est la façon dont on m'a appris à me présenter. C'est sexy, c'est business, ça donne envie. Mais c'est pas totalement moi. Et c'est surtout édulcoré. Et j'ai compris un truc, c'est que pour se relier aux autres, pour inspirer les autres, il vaut mieux qu'ils se reconnaissent en vous et leur parler de trucs qu'eux ont potentiellement vécu. Donc être authentique et montrer ses fêlures. Donc je vais vous réexpliquer mon parcours d'une autre façon en vous parlant de mes différentes prises de conscience. Donc déjà, je suis née dans les années 70. Je ne fais pas mon âge, je sais. Donc je viens d'un village dans le Beaujolais de 350 habitants qui s'appelle Saint-Jean-des-Vignes, avec un maire qui s'appelle Monsieur Bouteille. C'est tout un poème, c'est vrai. Hein. Mais c'est aussi un trou paumé. C'est un petit peu difficile pour une enfant, une adolescente. Hein. En gros, on apprend vite à jouer seul ou à développer son imagination. On se fait des copains comme on peut, des bouts de bois, des fourmis, des chats, des chiens, des poules, des chèvres, enfin bon. Et d'ailleurs, j'ai jamais trop fait la différence entre aller jouer avec ma copine Anne-Charlotte ou aller jouer avec mes copines les chèvres. Hein. Bon, évidemment, Anne-Charlotte ne me mangeait pas les cheveux. Et avec les chèvres, c'était plus facile de négocier que Barbie Sirène se marie avec Ken Barbu. Et je crois que c'est ma première prise de conscience, celle du cœur. Alors oui, je suis très sensible à la cause animale, parce que pour moi, animal et humain, c'est le même combat, c'est la même chose. On partage la même terre, on a les mêmes besoins fondamentaux et on partage beaucoup si on prend le temps de les observer. Enfant, je vivais dans une sorte d'harmonie avec la nature, à récupérer les bébés hérissons, les bébés lapins abandonnés, à construire des cabanes dans les arbres, à faire des pirates, et puis aussi à construire des piscines pour les fourmis. Alors là, bizarrement, elle kiffait pas trop les piscines, les fourmis. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais moi, je trouvais ça sympa. J'ai pas grandi avec mon frère et ma sœur qui étaient très grands. Du coup, les animaux, c'était ce qui se rapprochait le plus de moi, de la famille, en fait. J'ai jamais vraiment fait la différence. Pour moi, c'était un clan, avec des cheveux, des poils, des nez, des museaux. On était une tribu, soudée. D'où la phrase qui, pour moi, est importante. Et le petit chat, c'est hyper important en marketing, le petit chat. Du coup, là, je vais vous expliquer, évidemment, Wonder Meuf, vous dites, oui, féminisme. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, je vous ai mis quelques petits dessins. Comment la société voit le féminisme. Ce que mes amis pensent du féminisme. Comment les féministes me voient. Ce que je crois être. Et ce que je suis vraiment. Donc en fait, vers l'âge de 8-9 ans, j'ai pris mon premier gros choc face à un adulte. On jouait à la poupée avec un copain et son père est arrivé en trombe, il lui a arraché la poupée des mains en lui disant que c'était pas une tapette, ok ? Et que s'il jouait avec moi à la poupée, il allait pleurer comme une fille. Et ce moment, il m'a marqué à vie, je m'en rappelle très très bien. Je crois que j'ai vraiment été sidérée qu'un acte aussi anodin que jouer avec un copain, en fait,
ait généré autant de colère. Et c'est cette injustice sur un petit garçon qui m'a amenée au féminisme, qui m'a donné cette première conscience du féminisme. D'où notre sexe devait définir nos jeux. D'où pleurer comme une fille était mal. Et c'est à partir de ce moment-là que la colère, ou plutôt mes colères, parce que j'en ai pas mal, ont commencé à monter, surtout sur les mots en isme. Donc sexisme, racisme, homophobisme, spécisme. L'injustice, ça m'exaspère. Les actes, les mots, les fonctionnements injustifiés commis par habitude, par culture, par ignorance ou par reproduction, ça me rend complètement dingue. Parce que je ne les comprenais pas enfant et je ne les comprends toujours pas aujourd'hui, en fait. Et puis, il faut savoir que je suis d'une génération particulière. Depuis que je suis gamine, on me répète en boucle que je suis d'une génération des enchantés. Vous avez connu ça ? On me dit aussi que je n'aurai pas de retraite, que je connaîtrai le chômage, que si je fais l'amour, je peux attraper le sida et que je n'ai pas d'avenir. Et en plus de grandir dans une atmosphère légère et pleine de fraîcheur, à l'école, je n'étais pas du tout une bonne élève. Une élève. J'étais dans la moyenne. Je passais plus de temps à papoter avec mes copines qu'à écouter les profs, hein, clairement, parce que je n'avais pas trop compris à quoi ça servait l'école. On pensait que j'étais inadaptée au parcours classique et pas très, très intelligente. Hein. Elle est gentille, mais bon. Donc, on m'a orientée vers un bac techno. Moi qui rêvais de devenir journaliste, archéologue, psychologue, on m'a expliqué que j'étais bien gentille, mais ce n'était pas vraiment à ma portée, quoi. J'étais pas vraiment faite pour les études longues. Ça m'a donné une grande confiance en moi. Donc, je suis allée faire un BTS. Et puis, par un concours de circonstances, de rencontres, et puis en vrai, un coup de foudre, on m'a parlé des écoles de commerce. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai passé les concours en me disant que j'allais me planter. En fait, j'ai tout réussi et j'ai fini par obtenir un bac+5. Et ça a été ma seconde prise de conscience, celle de toujours douter de tout. Que les adultes n'ont pas toujours raison et qui disent beaucoup de conneries même. Et j'ai appris que je vais me faire confiance et m'écouter plutôt que d'écouter les autres. Je suis toujours attristée quand je vois comment on oriente dans certains lieux, hein, évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, mais les enfants, plutôt pas en fonction de leur passion, pardon, de leurs envies, mais de leur potentielle capacité ou de leur potentielle carrière. Donc après mes études en 2005, je suis partie 2 ans au Vietnam. Oui, je vous laisse une petite blague. Donc j'avais besoin d'explorer. Bon, en fait, j'avais besoin de fuir une grande peine de cœur. Donc je suis partie au Vietnam. J'avais 25 ans, plein d'énergie et une envie de conquérir le monde. Bon, en fait, je venais d'une école de commerce. Je savais plein de choses. J'étais amenée à être cadre, ok ? Et j'allais tout déchirer. Arrivée sur place... je me suis vraiment démenée, mais mon poste était bien plus complexe que prévu. Mon patron n'était jamais là. Je devais gérer des salariés dont je ne parlais même pas la langue. J'étais seule, inexpérimentée, et mes premiers mois ont été super durs, en fait. Et je passais, je pense, pendant le premier mois, j'ai dû passer tous les soirs à pleurer dans ma chambre. Hein. Et j'ai dû aussi apprendre à sortir seule et à faire croire que tout allait bien pour me faire des amis, pour ne plus être seule. Et j'ai passé 2 ans, en fait, à me battre pour prouver au monde entier que je pouvais le faire, ok ? Et ça, c'est ma 3e prise de conscience. C'est celle de l'estime de soi. J'ai compris que je n'étais pas obligée de souffrir et de m'abîmer pour prouver quoi que ce soit. J'avais tellement de revanche à prendre à cette époque-là que je voulais montrer au monde que j'étais une businesswoman. Je bossais tous les soirs jusqu'à 22h, je donnais sans retenue, et finalement pour peu de reconnaissance. Et j'ai compris que donc j'étais pas obligée de souffrir pour être quelqu'un à la hauteur, et que la reconnaissance, par contre, elle devait venir que de moi, et pas forcément d'un patron. Donc en rentrant à Paris en 2007, j'ai voulu me rapprocher de valeurs qui me parlaient un petit peu plus, le développement durable. Et j'ai trouvé un travail dans un cabinet de conseil
qui était super. Ce qui me faisait super plaisir dans ce cabinet, c'était d'encadrer mes stagiaires, c'était de gérer des événements internes, de fédérer les équipes et de faire des formations. Mais malheureusement, le cabinet de conseil, ils avaient surtout besoin de développer le cabinet de conseil, donc je faisais beaucoup de commercial, je faisais beaucoup d'appels d'offres. Et après quelques années géniales, donc j'ai passé 5 ans là-bas où j'ai rencontré des collègues exceptionnels. Je stagnais, je me sentais dépérir, je me sentais nulle et pas à la bonne place. En fait, j'en pouvais plus des appels d'offres, hein. Je les faisais à la chaîne. Moi, je voulais être dans la création, créative. Et en plus, à cette époque-là, mes collègues, ils m'avaient donné un surnom, ils m'appelaient la chargée de fun. Ça m'énervait énormément. Ça me blessait beaucoup, en fait, parce que j'avais l'impression qu'on ne me prenait pas au sérieux. Alors que moi, je voulais être prise au sérieux. Et heureusement, en 2012, j'avais une collègue qui s'appelle Marie, qui m'a parlé d'un stage Colibri sur des techniques de communication innovantes. C'était dans un lieu que je ne connaissais pas, qui s'appelait Les Amanins, avec un certain mec qui s'appelait Pierre Rabhi. J'ai dit, écoute, je fais rien ce week-end, si tu veux, je viens avec toi. Et donc, je me suis retrouvée là-bas, dans un cercle de parole, où les gens qui ne se connaissaient pas étaient tous ensemble et racontaient leur vie. Ah ouais. J'étais super mal à l'aise. Je me suis dit qu'ils étaient tous complètement chelous. Et j'ai halluciné, vraiment, j'étais pas bien du tout. Hein. Au début, j'étais là, ouais, la secte et tout. Bon, à la fin du week-end, je pleurais avec eux. Hein. On se faisait des câlins. Et je crois que ça a été là le premier pas vers ma transformation profonde et ma 4e prise de conscience. On en a 4. Il y en a 8. J'avais oublié de le dire. C'est celle de la vulnérabilité. En fait, on peut être dans sa vulnérabilité avec des inconnus et ne pas être jugé. OK. Et on peut même être dans sa vulnérabilité et malgré tout inspirer et donner envie. Ça a été quelque chose de très très fort pour moi. Ça a beaucoup changé de choses. Après, je suis allée sauter, plein de trucs. Je suis allée dans la campagne. Donc, au-delà des valeurs qui m'avaient marquées et des façons de penser qui étaient très très bizarres et différentes de ce que j'avais appris dans le marketing, j'ai commencé à appliquer dans mon quotidien quelques méthodologies apprises, théâtre forum ouvert, communication non violente. Et puis j'ai commencé à constater les effets. En parallèle de ça, donc j'étais à Paris et j'ai commencé à bouffer Paris. J'ai vraiment bouffé littéralement Paris. Toutes les expos qui passaient, les musées, les soirées, les théâtres, les danses, les visites guidées, j'étais au taquet. Pendant 5 ans, en fait, j'ai appris. Chose que je n'avais pas vraiment fait avant. À Saint-Jean-des-Vignes, il n'y avait pas énormément de musées. Bien qu'il y ait un musée quand même. Je le précise, musée archéologique très très sympa. Mais voilà, c'était pas ça qui allait vraiment m'apprendre plein de choses. Et en fait, pendant ces 5 ans, ça a profondément changé qui je suis. Ça a remis en question toutes mes croyances, toutes mes certitudes de meuf d'école de commerce. Et plus j'apprenais, plus j'avais envie d'apprendre et plus je changeais en fait. Et puis un matin, je m'en souviens encore, j'étais sur mon lit, en train de m'habiller, en culotte, comme ça, je sautais sur mon lit. Il y avait France Inter qui passait dans le fond et ils interviewaient des personnes qui avaient changé de vie. Et je crois que ça a été le déclic final où je me suis dit, non mais en fait ça y est, j'avais 32 ans, j'avais tout. J'avais mon mec de l'époque, mon job so trendy. Tu travailles dans quoi? Dans le développement durable, ok. J'avais mon petit appartement bourgeois. J'avais Paris que j'adorais et que j'adore toujours. Hein. Et j'ai tout quitté en moins de 6 mois, en fait. Bon, en fait, le mec, c'était pas vraiment prévu. Je pense qu'il a flippé, donc il s'est barré. Et puis, j'avais tout simplement réalisé que ma petite vie parfaite, qui était conforme à ce qu'on attendait de moi, ce que mes parents, ce que la société attendait de moi, en fait, malgré tout ça, souvent je pleurais et je ne savais pas pourquoi. Et je pense que c'est parce que je n'avais pas trouvé de sens à ma vie, en fait. Je ne voyais pas à quoi je servais. Je faisais un truc, je me levais le matin, je mangeais le soir, bon. C'était pas hyper excitant. Et du coup, j'ai pris 1 an pour réfléchir,
pour me recentrer et rencontrer des gens inspirants, apprendre encore, me former. J'ai fait de la sophro, j'ai fait de la méditation, je me suis impliquée dans plein d'assauts. Et surtout, j'ai enfin commencé à me rencontrer parce que, en fait, j'avais toujours été deux. Depuis mes 15 ans, j'ai toujours été en couple et j'avais jamais expérimenté mon opinion à moi. Et par exemple, ça faisait super longtemps que je parlais, comme j'avais la sensibilité aux animaux, j'avais envie de passer végétarienne, logique. Et ça faisait extrêmement flipper mon mec, il me disait que j'allais tuer nos enfants parce que j'allais leur donner de la salade. Et du coup, et puis à l'époque, c'était pas autant la mode du végétarisme. On était un petit peu seuls. Et du coup, j'avais peur de couper ma vie sociale. Enfin, j'avais peur de plein de choses. Et je me suis dit, au point où t'en es, je me suis retrouvée en coloc, en banlieue, dans Paris. Je me suis dit, bah vas-y, fais végétarienne. Test. Et ça aussi, ça a été un moment hyper important parce qu'en fait, la bouffe, c'est énorme dans le changement de vie. Ma mère a pleuré quand je lui ai annoncé que j'étais végétarienne. Je ne rigole pas. Mes amis, enfin, j'ai passé 2 ans, je pense, à me justifier, à expliquer ce que c'était. Enfin, plus que mon changement de vie, à l'époque, le végétarisme, c'était un peu chaud. Et du coup, ça a changé aussi ma façon de percevoir qu'est-ce qui était normal et qu'est-ce qui n'était pas. Et puis, j'ai dû repenser tout ce que je faisais, tout ce que je consommais au quotidien. Toute ma façon de consommer était totalement différente. J'ai beaucoup kiffé la cuisine indienne. Et cette année a été complètement dingue pour moi, parce qu'elle m'a au moins permis 2 prises de conscience. Donc la 5e, c'était me retrouver avec moi-même. Donc cette solitude qui m'a permis de savoir qui j'étais, de savoir ce que je voulais en tant qu'individu et de sortir du piège du « on », et puis des attentes des parents, parce que... des amis, de la famille. Et puis ma 6e prise de conscience, c'était de suivre mon cœur, que si je sens que c'est bon pour moi, il ne faut pas que j'hésite à y aller, même si je suis seule, même si j'ai très peur. Parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'étais persuadée que de quitter mon job, et qu'en plus mon mec qui m'a quittée à ce moment-là, je me suis dit, tu vas te retrouver sous les ponts. J'étais sûre de ça, c'est-à-dire je me voyais vraiment littéralement sous les ponts. Et c'était vraiment une grosse, grosse angoisse pour moi. Et du coup, ça m'a permis de réaliser ce que c'était aussi à ce moment-là. Bon, déjà de me calmer. On peut vivre avec un SMIC. À ce moment-là, je ne le savais pas. Et puis, ce qui était la solidarité, ce qui était l'entraide. Et ça a encore plus remis en question mes affirmations. Ce qu'on m'avait appris, et puisque moi, je pensais être vrai. Si tu veux du travail, tu en trouves. Si tu veux traverser la rue... Non, c'est pas ça. Tout le monde est égal devant la vie. Et puis les chômeurs, c'est vraiment des gros branleurs. Et du coup, c'est quelques phrases, mais j'en avais plein comme ça, parce que j'avais plein de choses qui étaient sûres dans ma vie, quoi. Si tu veux du boulot, t'en as comme ça, ok. Et je me suis approchée aussi de la misère. J'ai perdu mon statut social. Tous mes amis d'école de commerce se demandaient ce que je faisais. Tu es rentrée dans une secte. Mais j'ai gagné en fait en liberté de penser. Et c'est comme ça que finalement, je crois que c'est le dernier pas qui m'a vraiment déprogrammée en fait. Parce que là, j'étais vraiment, vraiment dans un autre monde. Ça m'a changé ma vision du monde. J'ai changé de perspective. Je suis passée de la classe dite des oppresseurs à la classe dite des oppressés en fait. Et ça change totalement votre vision du monde quand vous allez tout le temps au Pôle emploi, à la CAF, demander des aides et tout. C'est intéressant à voir. Je voulais écrire un article d'ailleurs là-dessus parce que entre ce qu'on pense et ce qu'on vit, voilà. Bref. Donc pendant cette année, j'ai cherché un sens à ma vie. Parce que le développement durable que je prônais dans mon cabinet de conseil, c'était surtout de la communication déguisée, clairement. Donc au bout de ces 1 an, j'avais décidé de mettre les mains dans la terre, d'être dans la vraie vie. Je vais tout quitter pour aller dans le Larzac, élever des chèvres. Bon, finalement, j'ai plutôt décidé de suivre le cursus d'animatrice nature ou d'éducateur à l'environnement. J'étais bonne en com, je savais quelques trucs sur le développement durable,
et j'allais pouvoir utiliser mes compétences auprès du grand public, vraiment parler aux gens. Et du coup, pour moi, ça allait avoir un impact bien plus intéressant, bien plus important. Et c'est comme ça que j'ai débarqué à Montpellier. Il y a presque 5 ans pour une formation en BPGEPS EEDD. C'est BPGEPS, je ne sais plus, mais éducation à l'environnement vers un développement durable. Et là, devant les plantes, dans la forêt, en rando, je me suis rendu compte que mes connaissances en management, en PowerPoint, c'était fort peu utile en fait. Alors j'étais super contente, ça m'a fait vraiment du bien. Je me suis dit, putain, mince, t'as trouvé ta voie. J'avais des super collègues qui m'ont appris la ville de Montpellier comme personne. Je pouvais créer au fil de mes envies. À l'époque, l'objectif, c'était d'amener un public qui était déjà sensibilisé à l'environnement. Enfin non, en fait, d'amener un public qui n'était pas du tout sensibilisé à l'environnement. C'est-à-dire que dans nos visites guidées, on avait tout le temps les mêmes personnes qui étaient déjà à fond. Donc en termes de sensibilisation, c'est pas super efficace. Du coup, j'avais réfléchi à un concept. Là, le marketing m'a servi quand même. Comment attirer un maximum de monde, à votre avis? Une thématique qui peut attirer du monde. Apéro aussi, ouais. C'est vrai qu'on mangeait d'ailleurs. L'amour, c'est ça. Donc je faisais des visites guidées qui s'appelaient Love and Friche. Et c'était génial parce que du coup, ça a attiré des gens qui seraient jamais venus à ces visites guidées. On parlait des plantes aphrodisiaques de la friche. En vrai, je leur montrais des pâquerettes et tout, mais bon. Ça, c'était après, une fois qu'ils étaient coincés avec moi. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et la réalité m'a rattrapée. J'avais perdu beaucoup en termes de salaire, certes, mais ça je le savais. Mais je bossais aussi comme une tarée. C'est un métier que je trouve merveilleux, mais il n'est pas du tout reconnu. La plupart des gens pensent que quand tu fais animatrice nature, tu te balades à poil dans les champs et que tu chantes. Alors non. Donc, comme beaucoup d'assauts en plus, on devait se battre pour survivre. Donc, on est soumis aux subventions, aux appels à projets. Et c'est pas ça, franchement, qui donne le maximum de créativité pour les associations. Donc, c'était plus du tout excitant pour moi. Il n'y avait plus du tout de créativité. On tombait dans la répétition. Et puis, travailler avec les enfants, c'est hyper crevant, les enfants. Moi, je ne savais pas ça. Ça a beaucoup d'énergie. Bref, alors, entre le bas salaire, le manque de reconnaissance, le stress, pas de liberté de créativité, ça faisait un peu beaucoup pour moi. Je me suis dit, est-ce que tu as tout quitté pour faire ça, meuf? Donc, au bout d'1 an et demi, je me suis rendu compte que je ne me voyais pas du tout faire ça toute ma vie. Donc, la meuf, elle a annoncé à tout le monde qu'elle quittait... Voilà. Elle quittait Paris. Elle changeait de vie. Elle avait trouvé sa voie. Il n'y a pas de problème parce qu'il faut rassurer aussi les parents, les amis, Et là, non. En fait, non, je ne vais pas faire ça. C'est pas du tout ça. Donc, super. En termes de crédibilité, je pense que j'ai à peu près perdu tout le monde. Après, je regrette rien parce que j'ai appris plein de choses sur les plantes. J'ai aussi découvert l'éducation populaire, un truc que je ne connaissais pas du tout. Vous savez, vous connaissez-vous l'éducation populaire? L'éduc-pop. C'est vraiment un mouvement qui est génial et qui n'est pas du tout valorisé en France, quoi. C'est dingue. C'est juste, pour résumer, c'est l'apprentissage pour le peuple par le peuple, quoi. C'est se réapproprier les apprentissages. C'est plus du tout être comme ça, là, je suis en haut, mais d'être plutôt en horizontalité. Et surtout, j'ai découvert Franck Lepage, mon chouchou, Franck Lepage. Là aussi, ça a modifié ma vision du tout part de toi, tout est ta responsabilité, c'est ta faute. Alors oui, il y a une partie qui est sa responsabilité, mais j'ai compris aussi qu'il y avait beaucoup de questions politiques là-dessus. Et je crois que j'avais envie d'apprendre, d'expérimenter en fait pendant cette année, et j'ai beaucoup appris. Bon, notamment que l'avocat, il y a longtemps, était utilisé comme un lubrifiant naturel. Je me dis, c'était cadeau.
Donc bref, c'était mes 7e et 8e prises de conscience. Je me suis rendu compte qu'on peut faire un job utile. Tu sensibilises quand même les enfants aux machins qu'ils ont sous les pieds, qui nous fait vivre. Tu les reconnectes à la vie et être pris pour un guignol, en fait, qui passe son temps à s'amuser, à se balader dans les champs. Et ça montre bien qu'il y a une problématique dans la société dans laquelle on vit, en fait. Ça m'a aussi apaisée avec la croyance du « non mais t'inquiète pas, je sais ce que je veux faire dans ma vie, j'ai trouvé ma voie ». Non, et aujourd'hui je suis convaincue que je vais changer toute ma vie en fait, qu'il faut que j'arrête de penser qu'il va y avoir des trucs stables dans ma vie, que je peux le fantasmer, mais en réalité ça n'existe pas. On est tout le temps en mouvement, tout le temps en changement, et du coup j'ai arrêté d'avoir cette croyance. Bon, à des moments, ça me bouscule encore un peu, mais je sais qu'il faut que je m'habitue à ça et que jusqu'à ma mort, j'aurai encore des nouveaux trucs et je vais encore changer. Et puis, ouais, dans la vie, en fait, on fait comme on peut, on suit son instinct et on essaye d'avancer au mieux. Mais on ne sait jamais si on prend les bonnes décisions ou pas. Puis, est-ce qu'il y en a des bonnes ou des mauvaises? Je ne sais pas. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon besoin de liberté était finalement le plus important. C'est ce que je cherchais en fait en quittant Paris. Et c'est comme ça que j'ai voulu monter ma boîte avec des valeurs liées à la culture, aux liens et à l'éducation populaire. Donc je voulais créer un panier culturel. C'est comme les paniers AMAP, là, les paniers Bluo de légumes, mais avec de la culture à l'intérieur. Et c'est en voulant monter ça, en fait, que j'ai rencontré plein de femmes dans le même état que moi. La plupart... peut-être moins pire. Elles étaient entrepreneuses. J'ai vu qu'on avait les mêmes problématiques. À l'époque, j'ai juste décidé de créer un groupe Facebook qui s'appelait les Wonder Meufs pour qu'on puisse coworker ensemble et pas être toute seule. Parce qu'à l'époque, je connaissais pas grand monde sur Montpellier. Je me sentais un petit peu seule. Et donc, dès que je rencontrais une copine, hop, tu viens dans mon groupe, hop, tu viens dans mon groupe. Donc c'est comme ça que Wonder Meuf est né. En fait, c'était un besoin, une envie personnelle qui matchait finalement avec des envies et des besoins d'autres femmes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était dans l'air du temps. Et dans Wonder Meuf, aujourd'hui, j'y mets tout ce que j'ai appris en fait auparavant. J'y mets de la communication pure. C'est pas pour rien qu'on a un logo culotte et tout ça. C'est de la com quand même. Ça marque les esprits, Wonder Meuf. J'y mets de la bienveillance parce que c'est hyper important pour moi. Je vous le dirai à la fin. J'y mets du fun. J'y mets du business parce que, à un moment, il faut manger. De la folie, parce que c'est rigolo. Et de l'engagement, parce que l'engagement politique, pour moi, c'est hyper important. Et c'est tout ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et c'est grâce à ces prises de conscience successives. Et d'ailleurs, ma dernière grosse prise de conscience... c'est que avant, j'ai jamais cru être créative parce que je savais pas dessiner, je savais pas forcément chanter, je n'étais pas forcément bonne en musique. J'ai fait 7 ans de piano, je peux vous faire à peu près la lambada et encore. Et je croyais que c'était ça, être créative. C'est vrai. Et en fait, mais oui, je suis créative. En fait, moi, je suis créative dans les concepts, dans les idées, dans la façon de m'exprimer, dans les jeux, dans les ateliers, dans les animations, dans les événements que je fais. Et c'est ça que je mets au service des Wonder. Et c'est quelque chose qui m'avait toujours semblé minime. C'était facile de faire ça pour moi. C'était peu valorisable, ça n'avait aucune valeur. Et en fait, c'est tout simplement, si c'était facile pour moi, c'est parce que c'était mon domaine d'excellence. C'est là où je me sentais à l'aise. Je ne sais pas si c'est la bonne slide, là. Pas grave. Vous avez remarqué, pas forcément lié, donc c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je suis Wonder Meuf, je vis Wonder Meuf, je respire Wonder Meuf. Il faudra que vous comptiez le nombre de fois où je dis Wonder Meuf, quand même. Et je sens qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande, une vraie dynamique. Mais en vrai, je m'interroge encore. Je suis dans une vie que j'aurais jamais imaginée quand j'avais 20 ans. Il y a bientôt 20 ans. Quand j'étais bien sage et que j'apprenais à savoir faire. Aujourd'hui, j'apprends à savoir être et c'est bien plus compliqué en fait. Parce que j'ai plus aucune certitude. Je sais que je ne sais pas en fait. Super.
Alors, je sais un truc en revanche, c'est que je suis dans une vie qui me correspond bien plus qu'avant. C'est vraiment rare que je passe une semaine sans chérir ma vie, le ciel bleu, mes amis exceptionnels, les belles rencontres que je fais tout le temps et tous les apprentissages que je continue à faire. Mais je ne peux pas dire que je suis sereine, parce que je m'interroge toujours. Comment vivre sur le long terme? Comment valoriser mes super pouvoirs? Comment on développe l'assaut sans perdre l'âme de l'assaut? Comment on vit avec 600 € par mois et 6 mois de visibilité? Comment on l'assume devant ses amis, sa famille, alors qu'on a 38 ans et qu'on vit comme une jeune fille de 25 ans en coloc? Alors non, le RSA, c'est pas la panacée, mais le fait de passer par là, en tout cas, ça m'a permis de déconstruire des peurs et des croyances que j'avais. Alors oui, j'ai pas une vie parfaite, mais je l'ai choisie. Chaque pas, chaque moment, chaque geste que je fais, c'est en conscience en fait. Et ça, c'est un gros kiff dans ma vie. Et je me vois difficilement en fait retourner à mon ancienne vie. Même si parfois la vie de salarié avec un petit salaire et tout, ça me semble doux, j'aurais vraiment peur d'étouffer en fait. Et puis dès que j'ai un doute, une angoisse, une envie de tout envoyer bouler, je suis rattrapée au vol en fait par des wonders qui me donnent de l'énergie. Je sens que les personnes elles croient en moi, elles m'encouragent, elles me rassurent, ça me conforte, ça me pousse à continuer et à aller plus loin. Donc la prochaine étape, c'est de créer un Wonder Meuf lieu, un tiers-lieu un peu fou et joyeux au bord de l'eau. Facile, je pense, une petite paillote. Je pense que ça coûte pas trop cher. Et pour moi, c'est aussi de valoriser mes compétences de création, d'animation et de développement de groupe. Donc ça, c'est mes prochains challenges. Donc je voulais partager quelques tips avec vous, quelques conseils. Encore une fois, c'est pas la vérité, mais c'est ma vérité à moi en tout cas. Un des conseils que je voulais dire, c'est d'oser et d'essayer. Parce qu'on n'échappe pas forcément en fait à l'échec. Mais finalement, c'est ce qui m'a construit et ce qui nous construit. Quand on prend une décision, on ne sait jamais si c'est la bonne décision. Et finalement, ce n'est pas très grave parce que la vie, elle est toujours en mouvement. Il n'y a aucune route qui est tracée et à tout moment, en fait, on peut bifurquer. Si vous avez une passion, un rêve, lancez-vous. Si vous n'en avez pas, lancez-vous quand même, on s'en fout, après on verra. Parce qu'en fait, on va tous mourir très très bientôt. Peut-être qu'on va mourir demain, on ne sait pas. Du coup, plus vous multiplierez vos expériences positives et négatives, plus vous vous construirez, plus vous vous rapprocherez de l'être que vous êtes, en fait. Plus vous deviendrez vous-même. Et parfois, c'est bien de se pousser un peu au cul et de se mettre des petits challenges. Dans ma vie quotidienne, moi, je me suis dit, il y a 2-3 ans, tous les mois, je dois faire un truc que j'ai jamais fait avant, par exemple. Voilà. Je ne saurais pas vous dire ce mois-ci, mais je vais trouver. Mais je m'y tiens et tous les mois, je fais un truc que j'ai jamais fait. Et pour illustrer les bienfaits de l'échec, je vous ai mis un extrait. Je vais arrêter de parler un petit peu, j'ai soif en fait. De l'acteur Bref qui s'appelle Kian Kojandi. Il résume très bien l'échec. Hop là! La musique classique, ça t'apprend la concentration, ça t'apprend l'échec. Parce que pendant 10 ans, c'est que des échecs de notes où tu n'y arrives pas, où tes parents ils font c'est incroyable, mon fils, t'es un génie. En fait, c'est vraiment horrible et ça m'a appris à travailler 5 heures par jour pour pas avoir de résultats parce que c'est un art qui demande beaucoup de répétition. Et une fois que tu as compris ça dans la life, bah après tu peux te mettre à beaucoup de choses. Ça fait du bien parce que tu dis je vais juste rater en fait. Ça t'apprend à ce que la difficulté est une routine en fait. Tu dis bah ouais c'est dur mais c'est la routine. C'est tout le temps dur en fait. Récemment je me suis mis au skate. Le skate c'est super simple, il suffit d'échouer 1000 fois. Je vais y arriver quand je veux. Voilà, c'est la seule façon de réussir un trick, une forme, une figure, il faut juste échouer 1000 fois.
Je le trouve pas mal. Alors, dans les autres tips, ce que je voulais vous dire, c'est que la solitude est rarement une bonne solution sur le long terme, hein, globalement. Et en même temps, il faut faire attention aussi à ceux qui vont être autour de vous et qui vont vous dire de faire attention. De ne pas y aller, de ne pas vous lancer. Ces gens qui projettent leurs angoisses sur vous comme ça. Leurs peurs, leurs envies, leurs frustrations sur vous. Alors vous pouvez écouter leurs conseils, certes, mais si vous croyez dur comme fer à votre projet, lancez-vous. D'où l'importance en fait des réseaux, de rencontrer d'autres gens qui vous ressemblent ou qui vous comprennent, qui vous inspirent. C'est un peu ça le réseau Wonder, c'est en fait, au-delà de l'aspect réseau, c'est surtout des gens sur qui on peut compter quand ça ne va pas. Ils vont dire « Mais si, vas-y, c'est super !» Ok. Dans une conférence que j'ai vue l'autre jour, il y a un gars qui disait « Un bon réseau, c'est un accélérateur quand ça ne va pas. » Non, pas du tout. C'est pas dit ça. C'est un accélérateur quand ça va et un airbag quand ça ne va pas. Et je trouvais ça très, très juste, en fait. Alors après, c'est important d'être entouré des personnes qui vous ressemblent. Et puis moi, j'aime bien dire l'inverse après. C'est aussi important d'être avec des gens qui ne vous ressemblent pas. De confronter ses idées, de sortir de sa zone de confort. Parce que moi, c'est la culture en fait qui m'a sauvée, qui m'a fait changer, qui m'a rendue plus intelligente et plus ouverte. Si j'étais restée qu'avec des gens qui me ressemblaient, que j'allais voir que des choses qui me parlaient et qui me semblaient normales et logiques, j'aurais pas bougé en fait. Et du coup, si on change jamais de point de vue sur rien, on risque de devenir aussi con que les autres, en fait. Et c'est ce que je dis souvent aussi bête que les autres. Chez les Wonder, on essaie d'avoir un maximum de biodiversité, j'appelle ça de la biodiversité humaine, parce que si on commence à toutes se ressembler, on va avoir une pensée unique, et c'est hyper dangereux, la monoculture. Du coup, voilà, écouter, demander, apprendre et rester humble, c'est déjà pas mal. Ça, je l'ai appris. Donc, autre tip, c'était cultiver sa différence. Voilà, Binta, elle est d'accord, je pense. Cultiver sa différence, c'est imaginer un monde... Ah oui, non, c'est pas du tout ça, il fallait pas que je le dise sur ce ton-là. Imaginer un monde, ça va mieux, où on serait tous pareils, où on regarderait tous la télé, où on achèterait tous nos fringues dans des chaînes, et on irait tous dans les mêmes chaînes de supermarchés. Ah merde, ça existe en fait. Bon, enfin bref, on s'ennuierait quand même. Donc, c'est important, il y a un truc important, c'est de montrer que vous êtes une ouf. Ou un ouf, vous avez le droit d'être un ouf aussi. Parce qu'il y a forcément d'autres oufs comme vous, dans la rue, dans la vie. Et si vous êtes toujours lisse, toujours comme il faut, eh ben ces personnes, elles pourront jamais vous rencontrer, elles pourront jamais vous repérer et faire un groupe de ouf. Un peu dommage. Et justement, comme je le disais précédemment, dans mon ancienne vie, on m'appelait la chargée de fun. Et ça m'énervait, ça me vexait beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, c'était ma force, ça. Et du coup, j'en joue aujourd'hui. C'est ma marque de fabrique. C'est ce qui fait que les gens ils retiennent ce que je raconte. Et je me suis rendu compte qu'aussi, le fun, en fait, ce que je disais hier, c'est que ça n'a rien d'anodin. Le fun, alors ce qu'on appelle le fun, excusez-moi, je suis bilingue, la joie, le bonheur, le fait de rire ensemble, en fait, c'est quelque chose, en fait, qui réunit les gens, le rire. Ça fédère, ça donne envie aussi. Et ça peut paraître super léger, mais en fait, ça n'a rien d'anodin. C'est bien pour ça que les caricatures... Pardon, je crache. C'est pour ça que les caricatures, elles existent. Hein. C'est aussi très critique. Et pour moi, ça n'a rien d'anodin, il y a des objectifs clairs derrière. C'est nous décomplexer, en fait. On est tous et toutes face aux mêmes doutes, peurs, angoisses, et on va s'aider à les affronter, mais en rigolant, dans la joie et la bonne humeur. Et aussi le rire, comme je le disais tout à l'heure, ça permet de souder un groupe. Parce que la joie, c'est puissant.
parce que c'est notre projet. Non, je rigole. Après, libérer sa puissance et tout ça, c'est bien. Mais parfois, on n'a pas la patate. Et du coup, mon conseil aussi, c'est des fois de se laisser tranquille. J'ai une super théorie qui décrit bien mes différents états au sein d'un mois. Enfin, d'une semaine. Bon, d'une journée. Bon, ok, d'une heure. C'est la théorie du tigre chaton. Ou la théorie de l'aigle poussin mouillé. Donc, comme ça. Donc c'est simple, d'un moment à l'autre je passe du ouais les Wonders c'est trop fort, on va tout déchirer, à merde mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai complètement raté ma vie. Et ça c'est en permanence et je pense on le vit tous. Hein. Et pour en avoir parlé à de nombreuses entrepreneuses, je suis pas la seule. Et j'ai compris tout simplement que j'étais pas Wonder Woman et surtout que Wonder Woman elle n'existait pas en fait la meuf. Et puis depuis quelques années, là, ça fait 2-3 ans, on fait face à moi, ce que j'appelle à la dictature du bonheur. Et chez nous, à la maison, on l'appelle le hashtag gratitude. Qui nous pousse à être heureux, qui nous dit « Tu vas être heureux ? Ok ? T'es pas heureux ?» Donc, on a le droit aussi de pas tout le temps être gai, happy, heureux. Et de ne pas être toujours de bonne humeur. Et voilà, j'ai réalisé que dans ma vie précédente, j'avais une petite tendance à faire table rase et à tout recommencer. Et j'ai aussi appris à y aller un peu plus mollo avec moi-même, à y aller avec amour, et de devenir ma meilleure amie. Et du coup, ce que je conseille aujourd'hui, c'est de préparer les transitions en amont, d'y aller tranquille, et de pas forcément tout foirer du jour au lendemain. Ça peut être un petit peu violent. Donc, et c'est ce qui m'amène au prochain point. Créer une bulle d'énergie positive quand ça va pas. Ça, c'est des phrases fétiches, c'est mes phrases fétiches à moi que je lis tout le temps. Je m'y accroche. Vous voulez les lire 2 secondes? Comme ça, je bois un coup. Ah, ça fait du bien de faire un fond. Alors, il y a quelques années, je suis allée à une conférence qui disait « La chance, ça n'existe pas ». Et c'est vrai. En fait, si elle existe, mais contrairement à ce qu'on aimerait bien, elle ne tombe pas du ciel, en fait. Non, Robert, tu ne vas pas gagner au loto du jour au lendemain. Il y a peu de probabilités, globalement. Hein. Mais en fait, la chance, ce qu'il expliquait, c'est que ça se crée. Ça se provoque et ça se travaille, en fait. C'est une vraie discipline de vie. C'est un conditionnement, en fait. On travaille sur son cerveau. Et souvent, on me dit, oui, mais toi, t'es optimisme. T'es optimisme, non. Je suis optimisme. T'es optimiste, tu vois la réalité tu vois la vie en rose, c'est toujours la tête. Pas du tout, en fait. C'est pas du tout que je vois pas la réalité. Mais j'ai pris le parti, en fait, de voir la situation et d'essayer d'en tirer le maximum de positif. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas toute la merde qu'il y a derrière, mais ça ne sert à rien que je m'y attarde. De toute façon, c'est la merde. Hein. Donc j'essaye à chaque fois de tirer le meilleur de chaque situation. Parce que sinon, en fait, la vie, elle est trop dure pour des gens sensibles comme moi. Donc encore une fois, rejoindre des groupes, des mouvements, des clubs dans lesquels vous vous sentez bien, qui font sortir le meilleur de vous-même, c'est comme ça qu'on se découvre et qu'on s'épanouit, en fait. Et quand j'ai lu la première version de ma ça y est, je commence à fatiguer. Quand j'ai lu la première version de ma conférence avec mes copines les Wonder, c'est pas toujours facile d'être une Wonder, vous devez vous taper les conférences des autres. Hein. Elles m'ont dit, c'est super. Didier, super. Elles m'ont dit, c'est super. Parce qu'elles sont toujours positives, les Wonder. Mais elles m'ont dit, mais en fait, pourquoi tu as décidé de faire cette conférence? Est-ce que tu y as réfléchi? Là, j'ai dit oui.
Donc depuis, j'y ai réfléchi. Parce que je vous ai déjà expliqué, hein, moi je fais et après je réfléchis. Hein, donc, Et en fait, j'ai eu l'impression de passer une grande partie de ma vie nue et aveugle. Oui. J'ai eu l'impression que dans mes différents boulots, en fait, par exemple, on m'a jeté à poil dans les eaux troubles alors que je ne savais pas nager. Parce que je pense que les gens pensaient que je pouvais m'en sortir, mais c'était quand même assez violent. J'ai pris beaucoup de coups. Je me suis fait abuser par des gens. Ça m'a beaucoup abîmée en termes de confiance en moi. Et je me suis rendu compte que pendant longtemps, je trouvais ça normal. C'était la vie. Je devrais souffrir pour réussir, pour avoir la chance d'être acceptée en tant que femme dans ce monde. Les frustrations, les humiliations, le paternalisme, le manque de reconnaissance, c'était normal. Et à poil parce que je suis arrivée, et encore, plus ou moins, hein, dans ce monde d'adultes, sans y être vraiment préparée, avec beaucoup de naïveté, de fraîcheur, et surtout bien dressée à tout accepter. J'avais pas d'armes, pas de personnes qui m'ont expliqué que j'avais le droit de poser mes limites. Et aveugle parce que sans la culture, la connaissance, les voyages, les rencontres que j'ai faits et qui ont été déterminants pour ma vie, j'en serais pas là aujourd'hui. Et j'ai vraiment eu l'impression que ces choses-là m'ont redonné une autre lecture du monde, une autre conscience, une autre vision. Et quand je prends conscience aujourd'hui d'où je venais, avec mes certitudes, mes croyances, mes affirmations, alors que j'étais pas non plus la plus bête au monde, pas la moins diplômée, pas la moins chanceuse, et où j'en suis aujourd'hui, quand je vois le parcours que j'ai fait, je me dis mais c'est ouf en fait, il faut absolument le dire aux gens. Et je me suis juré surtout que j'éviterais, si je pouvais en fait, j'éviterais des souffrances inutiles à un maximum de monde, que je protégerais aussi ceux qui sont les plus fragiles, les humains aussi, et que je n'allais plus accepter de vivre dans un monde malveillant, parce que la vie, ça passe super vite, parce qu'on se prend pour des géants, alors qu'on est tout petit dans l'univers et face à la nature, et parce que même si je change que mon monde et que ma façon d'être, j'aurais juste la fierté de me dire à ma mort que j'ai au moins vécu en accord avec mes valeurs, que j'ai rien lâché, et que j'ai été fidèle à moi-même, en fait. Et avant de passer à la dernière partie de la conf, je voulais citer un grand philosophe de notre temps, Didier Super, qui a dit un jour « Arrête de te la péter! Arrête de te la péter !» Alors oui, mais non, en fait. Moi, j'ai décidé de me la péter. Vous avez remarqué, je dis les trucs inverses à chaque fois. Normal. Parce que oui, en fait, j'ai eu du courage de faire ce que j'ai fait. Et oui, je suis fière de ce que j'ai construit à Montpellier. Et oui, j'ai décidé qu'on allait toutes se la péter ensemble. Parce que je suis entourée au quotidien de femmes extraordinaires. Il y en a plein dans la salle. Et elles méritent toutes de briller et d'exprimer qui elles sont vraiment. Donc c'est important à des moments de se la péter quand même un peu. Elle est pas mal, celle-là aussi. Je l'aime bien. Alors, je vous avais pas prévenu, par contre, mais chez les Wonder, il y a un truc, c'est que je suis le Wonder Guru. Un Wonder Guru, ça fait bosser les autres à sa place. Bon, vous êtes un peu nombreux, ça va être un peu les gangs. Donc, je vais vous faire bosser maintenant. Donc, je vous rappelle que vous êtes dans une conférence sur le déconditionnement. Alors maintenant, je vais vous lancer un challenge pour chacune et chacun. Un challenge un peu à la Wonder. Donc, d'ici le 31 décembre 2018, vous devez faire un truc fou, un truc qui vous fait peur, un truc que vous n'avez jamais fait. Tu veux un papier ? Les crayons, qui a gardé les crayons ? Merci. Ce que je vous propose, c'est pendant que vous réfléchissez, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous inspirer.
Si vous voulez avoir des informations sur les Wonder Meufs, c'est par là. Je vous remercie en tout cas d'être venus aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, un merveilleux week-end. Je vous dis sûrement à très bientôt parce qu'en fait Montpellier c'est un village. Et puis surtout je vous souhaite de réaliser ce que vous avez envie de faire, de kiffer votre vie et d'oser être qui vous êtes en fait. Voilà. Bonne soirée.